Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est toujours dans le cours de génie chimique et application. Donc, la fois passée, nous avons étudié la première loi de Fick. Et cette fois-ci, on va étudier la deuxième loi de Fick et de Fourier. Donc, ces lois expriment dans le cas d'un corps toujours. Dans votre programme, on étudie des corps immobiles et isotropes. Donc, dans ces corps, on va étudier les variations de la concentration à un endroit donné en fonction du temps. C'est la loi de Fick. Ou bien, on détermine la température en fonction du temps. Donc, c'est la loi de Fourier. Donc, on va essayer maintenant d'établir la deuxième loi de Fourier. Donc, la deuxième loi de Fick, pardon. Cette loi est consacrée dans le cas d'un transfert de matière. Donc, on cherche à faire le bilan de matière dans cet élément de volume. Voilà, supposons que vous avez un mur qui sépare deux milieux à des concentrations différentes. Si C1 est supérieur à C2, alors il va s'établir un flux du côté le plus riche vers le milieu le moins riche. Donc vous allez avoir une densité de flux entrante que j'appelle G-in et ici je vais avoir une densité de flux sortante que j'appelle J-out. Voilà, je vais voir maintenant. Tout d'abord, je suppose qu'il n'y a pas de variation de changement d'état dans cet élément de volume compris entre un abscisse, ça c'est l'axe des X. Je considère que c'est un transfert monodirectionnel. Donc cet élément de volume, ce mur qui sépare ces deux milieux à des concentrations différentes, compris entre X égale à 0 et X plus delta X. Donc, à l'état stationnaire, vous allez avoir ce J-in est égal à J-out. Tout ce qui entre ici, il va nécessairement sortir de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a J-in est égal à J-out à l'état stationnaire. Si l'état n'est pas stationnaire, donc, et si J-in, le flux entrant est supérieur que le flux sortant, alors la quantité de matière qui s'accumule dans le volume compris entre X égale à 0 et X égale à delta X, si A est la surface de ce mur poreux, cette paroi poreuse qui sépare ces deux milieux, donc, est égal, delta M est égal à delta C fois A delta X. D'autre part, vous savez très bien, je peux déterminer la quantité accumulée en utilisant la première loi de Fick qui dit que la densité de flux est égale à moins D rond de C sur D rond de X. Donc, si je considère que D est indépendante des changements de concentration, je vais avoir delta M, donc est égal à J entrant moins J sortant fois A fois delta T. Si je remplace J in par son expression ici d'après la première loi de Fick, donc remarquez, J in, donc c'est X égale à 0, et pour J out, X est égal à delta X. Donc, je vais avoir J-in, c'est moins D rond de C sur D rond de X pour X égale à 0, moins J-out. À quoi est égal J-out? C'est moins D rond de C sur D rond de X pour X égale à delta X, multiplié par A fois delta T. Donc, delta M est égal, remarquez, j'ai un moins D que je peux mettre en facteur. Donc, qu'est-ce qui reste? Moins D facteur de D rond de C sur D rond de X pour X égale à 0, moins D rond de C sur D rond de X pour X égale à delta X,
multiplié par A delta T. Et donc, si je développe avec le signe moins, qu'est-ce que je vais avoir? Delta M B. B, c'est l'élément qui est transféré du côté, du côté 1 vers le milieu 2. Donc, vous allez avoir est égal à plus D facteur de D rond de C sur D rond de X pour X égale à delta X, moins D rond de C sur D rond de X pour X égale à 0, le tout multiplié par A delta T. Donc, delta M est égal, d'après la loi de Fick, est égal à J in moins G out fois A delta T. On vient de montrer que c'est égal à cette expression-ci. Donc, c'est plus D facteur de D rond de C sur D rond de X pour X égale à delta X, moins D rond de C sur D rond de X pour X égale à 0, le tout fois A delta T. Et je l'ai déterminé par l'équation 2, donc par une autre équation. Donc ça, c'est l'équation 1. Et ça, c'est l'équation 2 en utilisant l'expression de la concentration massique. Vous savez très bien que la concentration massique, c'est la masse de votre solide. C'est la masse divisée par le volume. Donc, delta M est égal à delta C fois A fois delta X. Donc, je peux égaliser l'équation 2 avec l'équation 1. Et après simplification par les A et les delta A. Donc, je vais avoir l'expression suivante. Delta C divisé par delta T, parce que c'est ça que je cherche, comment évolue la concentration avec le temps. Donc, la variation de la concentration avec le temps, il va vous donner ce terme, plus D facteur DC sur DX pour X égale à delta X, moins DC sur DX pour X égale à 0, le tout multiplié par 1 sur delta X. Donc, maintenant, vous savez très bien que cette membrane, elle est très fine. Pardon. Cette membrane, elle est très fine. Je m'excuse. J'ai un problème au niveau de mon PC. Donc, delta X, elle tend vers 0, étant donné que la membrane qui sépare les deux milieux est très fine. Et ceci, c'est pour un delta T qui tend vers 0. Donc, vous savez très bien que la dérivée d'une fonction par rapport à x, c'est d, limite lorsque dx tend vers 0, de f de x plus dx moins f de x sur dx. Donc, avec f de x dans ce cas, c'est quoi? C'est dx sur dt. Donc, si je fais la limite du membre de gauche, delta c sur delta t lorsque delta t tend vers 0, donc il va me donner dc sur dt. Et si je fais la limite du côté droit, qu'est-ce que je vais obtenir? Limite lorsque delta x tend vers 0, d, et ça c'est le deuxième membre, c'est quoi? C'est delta de dc sur dx, divisé par dx. Et ça, c'est quoi? C'est la dérivée d'une fonction. Donc, c'est la dérivée seconde de la concentration par rapport à x au carré. Donc, j'obtiens finalement dc sur dt est égal à plus d, et non pas moins d, j'attire votre attention ici, fois dc au carré sur dx2. Et ça, c'est quoi? C'est la seconde loi de Fick à une seule dimension, qui est l'axe des x. Donc, cette équation, la seconde loi de Fick, c'est quoi? C'est une équation différentielle qui décrit le comportement de la concentration d'un système en fonction du temps et de la position. Donc, évidemment, les solutions de cette équation, ils vont dépendre des limites de problème, c'est-à-dire des conditions de limite et des conditions initiales, et ils vont dépendre aussi de la valeur de D, c'est-à-dire le coefficient de diffusion.
Donc, ça c'est à une seule dimension. À 3 dimensions, il faut tenir compte la variation de la concentration selon l'axe des Y et l'axe des Z. Et donc, je vais avoir d rond de C sur d rond de T est égal à d carré de C sur dx2 plus d carré de C sur dy2 plus d carré de C plus sur dz2. Et ça, c'est quoi? Vous savez très bien en mathématiques, ça, c'est le Laplacien de la concentration. Donc, d rond de C sur d rond de T à 3 dimensions est égal à plus d fois le Laplacien de la concentration. Mais en général, dans votre problème, dans votre programme, on se limite à des systèmes unidirectionnels, c'est-à-dire à une seule dimension. Donc maintenant, on a établi la seconde loi de Fick dans le cas de transfert de matière. Maintenant, on va voir la seconde loi de Fourier dans le cas de transfert de chaleur. Donc, par analogie, pour établir la seconde loi de Fourier, donc, on va l'établir de la façon suivante. Supposons que vous avez une barre en fer qui est réchauffée. Alors, je vais considérer deux surfaces isotempérature qui sont portées à la température T. Ici, elle est portée à la température T plus dt. Donc, cette surface isotherme se trouve à la position X et celle-ci à la position X plus dx. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer cet élément de volume. Si A, elle dépend, donc, et là, LR de transfert, donc c'est A de X. Donc, je vais considérer cet élément de volume compris entre X et X plus dx. Donc, nous allons supposer qu'il n'y a pas de transformation en travail mécanique ni déperdition de chaleur thermique ici dans cet élément de volume, c'est-à-dire que je considère que les parois sont adiabatiques. Donc alors, il va s'établir un flux de chaleur J in, et ici, il va sortir de l'autre côté un flux de chaleur J out. Ça, en régime stationnaire, J in est égal à J out. Il n'y a rien qui se perd. Puisque les parois sont adiabatiques et on n'a pas de transformation de chaleur en énergie mécanique ni déperdition thermique. Maintenant, on va voir si J in est supérieur à J out. Alors, l'équation du bilan énergétique, il va s'écrire la quantité de chaleur entrante ici, moins la quantité de chaleur sortante ici, est égale à la quantité de chaleur, évidemment, accumulée dans cet élément de volume. Donc, je considère cet élément de volume comme étant un réservoir. غادي نشوف داكشي اللي دخل داكشي اللي خرج pour والفرق بيناتهم c'est la chaleur accumulée dans ce réservoir. Donc la quantité de chaleur qui entre dans l'élément dV est donnée d'après la première loi de Fourier, est égale à moins lambda A fois dt sur dx. Ça c'est la quantité de chaleur entrante. La quantité de chaleur qui sort de la face x plus dx, donc, est égale à ce qui est entré, c'est-à-dire c'est ça, à la chaleur entrante, plus la variation de cette chaleur entrante dans cet élément de volume, c'est-à-dire d rond de cette expression par rapport à dx. Donc, je dois multiplier évidemment par dx. Donc, le bilan thermique c'est la différence entre l'équation 1 et 2. Donc, c'est 1 moins 2, ce qui entre, moins tout ce qui sort ici. Donc, après simplification, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce terme-ci
est égal à moins d rond de moins lambda a dt fois dt sur dx sur d rond de x fois dx. Alors, lambda et a, donc l'aire de transfert ne dépend pas de x, donc il est constant dans ce cas. Donc, qu'est-ce que je vais avoir finalement? Je vais avoir plus, le moins avec le moins, ça vous fait un plus, lambda a fois dt fois d carré de t sur dx2 fois dx. Et ça, c'est l'équation numéro 3. D'autre part, si ρ est la masse volumique et Cp est la chaleur spécifique à pression constante, donc la capacité calorifique de l'élément de volume dV est égale à fois dx, donc alors est égal, donc vous savez très bien, donc vous avez vu en thermodynamique, ce dq est égal à mcp dt plus L dv, puisque le volume est constant ici, donc dv est égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? mcp fois dt. mcp fois dt, donc est égal, m c'est quoi? M c'est ρ fois dv, d'accord? Et dv, en fait, c'est quoi? C'est a fois dx. A fois dx. Et donc, finalement, si je divise par un dt ici, donc je dois multiplier par un dt. Et donc, après simplification, on obtient, si vous faites égaliser l'équation 4 à l'équation 3 qu'on vient de déterminer tout à l'heure, c'est-à-dire cette équation-ci, après simplification, on arrive à déterminer lambda sur dt carré sur dx au carré est égal à ρ cp d rond de t sur d rond de t, que je peux écrire sur la forme suivante, d rond de t sur d rond de t, parce que je cherche la variation de la température par rapport au temps, donc est égal à lambda sur ρ cp fois d carré de t sur dx2. Et ça, c'est quoi? C'est la seconde loi de Fourier à une seule dimension qui est x. Donc lambda sur ρ cp est appelée la diffusivité thermique. Parfois, on parle de la diffusibilité, donc du solide. Donc c'est une caractéristique de votre solide, c'est-à-dire c'est elle qui vous donne des informations sur le fait que la chaleur, pourquoi il diffuse dans le milieu mieux que dans l'autre. Et là, pour dimension, mètre carré par seconde. Donc, c'est exactement la même dimension du coefficient de diffusion de transfert de matière. Donc, les valeurs de lambda sur ρ cp, ils sont tabulées dans la table numéro 3, 4 et 5 que je vous invite à consulter. Donc, cette seconde loi de Fourier, c'est quoi? C'est une équation, remarquez, c'est une équation différentielle qui décrit quoi? Elle décrit la variation de la température d'un système en fonction du temps et de la position. À 3 dimensions, il faut toujours tenir que la diffusion de transfert de chaleur selon l'axe des Y et selon l'axe des Z. Et donc, finalement, je vais avoir d rond de t sur d rond de t est égal à lambda sur ρ cp fois le Laplacien de la température qui est égal à cette expression. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la résolution de ces équations de transfert de chaleur et de matière, c'est-à-dire des résolutions de la seconde loi de Fourier et la seconde loi de Fick. Donc nous avons vu ce que devenaient les premières lois de Fick et de Fourier dans le cas d'un régime stationnaire. Dans le cas d'un régime stationnaire, le temps n'intervient pas, c'est-à-dire c'est un transfert qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, vous allez avoir d rond de c sur d rond de t, dans le cas de la seconde loi de Fick, à ce moment-là, elle va devenir ce terme est égal à 0, et donc, d'après la seconde loi de Fick, vous allez avoir le Laplacien de c est égal à 0.
le Laplacien de C égale à 0 dans le cas d'un transfert unidirectionnel. Par exemple, le Laplacien est égal à d carré de C sur dx2 est égal à 0, c'est-à-dire il faut que la première dérivée soit constante. Et la première dérivée constante, c'est-à-dire C2 moins C1 égale à 0 sur dx est une constante. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le flux est constant. Et ça, c'est un résultat qu'on a démontré lors d'un transfert en régime stationnaire avec la première loi de Fick. Donc, dans ce cas, la deuxième loi de Fick n'apporte rien de nouveau. Elle confirme tout simplement les résultats qu'on a vus, les résultats de la première loi de Fick dans le cas d'un transfert unidirectionnel en régime stationnaire. Voilà, maintenant on va voir le régime non stationnaire. Parfois on parle de régime transitoire ou bien variable dans des corps immobiles. Donc dans cette partie, afin de simplifier l'exposé, on va se limiter à deux variables, la variable spatiale x et la variable temps. Donc, la seconde loi de Fick et de Fourier, ce sont deux équations différentielles de second ordre. Leur résolution nécessite les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, quelle est la température ou bien la concentration de votre solide. Les conditions aux limites, c'est-à-dire les limites de votre corps, aux limites de votre corps, quelle était la température et la concentration. Et elle dépend aussi donc du modèle géométrique étudié, c'est-à-dire votre solide, est-ce qu'il a une forme géométrique cylindrique ou bien sphérique ou bien autre forme. Mais dans votre programme, on va étudier tout simplement les modèles géométriques les plus simples. Donc pour cela, nous allons considérer que les corps sont isotropes, c'est-à-dire leur propriété ne dépend pas de la direction de l'espace, à diffusivité lambda et d constantes, pour lesquelles les variations de grandeur ρ et t dues aux réactions chimiques sont négligeables. Dans le cas d'un transfert unidirectionnel non stationnaire, c'est-à-dire transitoire, dans des corps immobiles, on a les équations de transfert. C point est égal à d rond de C sur d rond de T est égal à d carré de C sur d x2. Et T point, c'est-à-dire c'est la variation de T sur d rond de T est égal à lambda sur OCP d carré de T sur dx2. Nous allons choisir alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents modèles géométriques pour résoudre ces équations. On va commencer par le modèle du corps semi-infini. C'est quoi un corps semi-infini? C'est un corps qui est limité d'un côté par un plan et de l'autre côté, il est infini. C'est comme dans le cas, je vous donne comme exemple, le sol dont la surface plane peut être soumise à différentes conditions. Donc soit alors un corps semi-infini qui est limité d'un côté d'un plan et de l'autre côté il est infini. Supposons que ce plan il est porté à une température ici T1, donc, et de l'autre côté donc il a une température T0 initiale. Donc ce modèle correspond à un corps qui est immobile. Pour pouvoir parler de la conduction, on est toujours dans la conduction, et qui est limité par un plan d'abscisse x égale à 0. Donc le problème, c'est que prendre un point de ce corps semi-infini, donc la variation, donc si ici vous avez une température T1, cette température, elle va diffuser dans votre solide. Donc, je vais prendre un point qui se trouve à une position X et déterminer la température. À ce moment-là, elle va dépendre de l'espace X et elle va dépendre aussi du temps. Donc, concernant les conditions initiales et limites, voilà
condition initiale, c'est pour x égale à 0. Et condition aux limites, on va voir quelles sont les conditions pour x supérieur à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, pour x égale à 0, la température est T1. La température est T1. Et ici, la température était T0. D'accord? Donc, pour maintenant, si le temps s'écoule, c'est-à-dire la chaleur va commencer à diffuser, à ce moment-là, pour T différent de 0, on a pour x égale à 0, la température est T1, et pour x supérieur à 0, la température, à ce moment-là, on a dit qu'elle va dépendre de x et du temps. Lorsque le temps tend vers l'infini, c'est-à-dire on tend vers l'état stationnaire, alors, pour x égale à 0, la température est toujours T1, et à l'infini, donc, on atteint l'équilibre thermique, et alors, la température dans le corps, elle va tendre vers la température T1. La seconde loi de Fourier, s'écrit d rond de t sur d rond de t est égal à lambda sur rho cp d carré de t sur dx2. Une solution particulière de cette équation, elle est de la forme delta t sur delta t0 est égal à t1 moins t sur t1 moins t0 est égal à r de x sur 2 lambda sur rho cp fois t en racine carrée est égal à r de i. Donc, si je pose u, à ce moment-là, est égal à x sur 2 racine carrée de lambda sur rho cp fois t. Donc, r de u, c'est quoi? C'est la fonction d'erreur. Donc, est égal à 2 sur racine carrée de pi intégrale de 0 à u de exponentielle moins xi au carré d'xi. Donc, la fonction complémentaire de u, c'est quoi? C'est 1 moins r de u. Donc, c'est la fonction erreur complémentaire. Donc, je vous donne des informations des propriétés caractéristiques de cette fonction erreur que vous avez vu en chimie quantique. Donc, f de u est égal à 0 pour u égale à 0. C'est comme la fonction sinus x. Donc, f de u tend vers 1 lorsque u tend vers l'infini. Donc, remarquez, lorsque u tend vers l'infini, la fonction, ce qui est en bleu ici, c'est la fonction f. Elle tend vers 1, vers l'unité. Donc, f de u est pratiquement égal à 1 lorsque x est supérieur à 2,5. Cette fonction aussi, elle est tabulée. Donc, je vous invite à voir la table numéro 7 que vous avez en annexe. Cette fonction atteint alors très vite la valeur asymptotique 1. De même, dans le cas d'un transfert de matière, un exemple simple est donné par le cas d'un verre de thé dans lequel on met un morceau de sucre. Au bout d'un certain temps, le thé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser le thé, il va devenir sucré. Pourquoi? Parce que le morceau de sucre, des particules de sucre, ils vont diffuser dans le thé. D'accord? Alors, ici, vous avez le système est un corps qui est immobile. Il est limité par un plan d'abscisse 0. Donc, c'est un modèle de corps semi-infini. Donc, la solution est analogue. C'est toujours delta C sur delta C0 est égal à 1 moins C sur 1 moins C0 est égal à f de x sur 2 racines de dt est égal à f de u si j'oppose u égale à x sur 2 racines de dt. Donc, cette série converge rapidement lorsque delta C est différent de delta C0. Donc, le corps infini maintenant limité par deux plans. Donc, tout à l'heure, on a vu un corps qui est semi-infini, il est limité par un seul plan. Maintenant, on va voir un corps limité par deux plans. C'est comme le cas des feuilles des arbres, par exemple. Ils sont limités par deux plans.
Donc ça c'est l'axe des X. Donc supposons qu'ici le plan 1 il est porté pardon, ça c'est le plan ça c'est l'axe des X, pardon. Donc c'est plus delta X ici, et ici vous avez moins delta X. Donc on porte instantanément ces deux surfaces limites à la température T1. Alors, les conditions aux limites et initiales pour X égale à la surface de ces plans. Donc si le milieu environnant ces deux plans est T1, donc pour X égale à plus delta X ou bien moins delta X, à l'instant T égale à 0, la température c'est T1. Pour X compris entre moins delta X et plus delta X, c'est-à-dire je me retrouve à l'intérieur de mon corps, la température à l'instant T égale à 0 est égale à T0. Donc si la température s'écoule, c'est-à-dire c'est là donc T différent de 0, alors T1 c'est la température toujours des deux plans, mais à l'intérieur du plan, j'ai la température, elle va dépendre de la valeur de X et du temps. Lorsque le temps tend vers l'infini, alors je tends à atteindre l'équilibre thermique et donc la température, elle va tendre vers T1, la température extérieure. Donc, soit la seconde loi de Fourier, il s'écrit d rond de t sur d rond de t est égal à lambda sur OCP fois d carré de t sur dx2. La solution de cette équation par une séparation de variables et un développement de série de Fourier. Donc, la solution finale est donnée par l'expression suivante. À la fin du polycopier, vous avez comment on fait une résolution par séparation de variables que vous pouvez consulter. Donc, c'est le résultat qui nous intéresse. Donc, on arrive à déterminer delta t sur delta t0 est égal à t1 moins t sur t1 moins t0 est égal à 4 sur pi, somme de moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2n moins 1 fois cosinus de 2n moins 1 sur 2 fois pi fois x sur delta x fois exponentielle de moins 2n moins 1 sur 2 le tout au carré fois pi carré fois f0. f0 c'est quoi? f0, donc c'est un nombre sans dimension, il est égal à lambda sur OCP sur delta x au carré fois t. Donc je vous invite à déterminer l'équation aux dimensions de ce f0 et vous allez trouver que c'est un nombre sans dimension qu'on appelle nombre de Fourier. Donc, dans le cas d'un transfert de matière, on obtient la même solution, c'est-à-dire la même expression avec f0 dans ce cas-ci est égal à dt sur delta x2. Toujours, je vous demande de vérifier la dimension de f0. Vous trouvez que c'est un nombre qu'on appelle le nombre de Fourier. Maintenant, on va prendre un autre modèle sur lequel on va appliquer la seconde loi de Fourier. Donc, on va essayer de résoudre la seconde loi de Fourier. Donc, vous avez un cylindre de longueur infinie. Quand est-ce qu'on parle de cylindre de longueur infinie? Lorsque la longueur de votre cylindre divisé par le diamètre de votre cylindre est supérieur à 5. Donc, si ce rapport est inférieur à 5, je ne peux pas appliquer ces résultats. Supposons que votre cylindre, à l'intérieur de votre cylindre, il règne une température T0 et à l'extérieur T1. Sachant que T1 est supérieur à T0, vous avez un flux de l'extérieur vers l'intérieur de votre cylindre, un flux de transfert de chaleur. Donc, si R max, c'est le rayon de votre cylindre, je prends alors un point M à l'intérieur de votre cylindre et je détermine, donc ça c'est un cylindre plein, donc je détermine à l'intérieur de ce cylindre, je détermine la température qui dépend alors de R, de la distance entre l'axe de votre
cylindre et il dépend du temps. Donc, si T1 est la température entrée et T0 sortie sont maintenues constantes, l'établissement du régime stationnaire, à cause du fait que T1 et T0 sont maintenus constants. Maintenant, si T1 est supérieur à T0, alors le transfert il va s'effectuer de l'extérieur, de la paroi extérieure vers l'axe du cylindre. Concernant les conditions initiales, donc, et aux limites, donc pour R égale à R max, c'est-à-dire vous êtes à la surface de votre cylindre, à l'instant T égale à 0, donc la température est T1. Lorsque la température s'écoule, donc vous allez avoir toujours T1, et lorsque T tend vers l'infini, c'est T1. Mais pour un point compris entre l'axe de votre cylindre et le rayon maximal de votre cylindre, à l'instant T égale à 0, la température est T0, et à l'intérieur, donc la température, elle va dépendre de la distance entre l'axe du cylindre et ce point, et elle va dépendre aussi du temps. Lorsque le régime stationnaire est atteint, alors la température, elle va tendre vers T1, la température à l'extérieur. D'accord? Égalité des deux températures. Donc la solution à ce moment-là est donnée par une série de fonctions de Bessel qui est de la forme delta T sur delta T0, ou bien dans le cas d'un transfert de matière, delta C sur delta C0 est égal à 2 fois somme de 1, n égale à 1 jusqu'à l'infini, de J0 fois Bn fois R sur R max fois Bn fois J1 de Bn exponentielle moins Bn au carré fois F0. Donc J0 et J1, J0 et J1, donc sont tabulés dans la table numéro 8 que vous allez trouver en annexe de votre polycopier. Donc, ils sont appelés les fonctions de Bessel de première espèce d'ordre 0 pour G0 et d'ordre 1 pour G1. Ce Bn, c'est quoi? C'est la énième racine de l'équation J0 de Bn égale à 0. Ces valeurs se trouvent dans la table numéro 9. Donc, selon qu'il s'agit d'un transfert de matière ou de chaleur, vous avez toujours le delta T sur delta T0 ou bien delta C sur delta C0. C'est une fonction de R sur R max et de F0. Avec F0, c'est lambda sur OCP sur R max au carré fois T dans le cas d'un transfert de chaleur est égal à D sur R max au carré fois T dans le cas d'un transfert de matière. Avec F0, c'est ce qu'on appelle le nombre de Fourier. Donc, maintenant, on va considérer un autre modèle qui est le modèle de la sphère. Voilà, vous avez une sphère donc qui a un rayon R max et qui se trouve à une température T1. Cette sphère, au début, à l'instant T égale à 0, sa température est T0. Alors, lorsque le transfert s'écoule, donc, alors, vous allez, la résolution, si vous prenez un point R, sa température, elle va dépendre de R et elle va dépendre de R et du temps. Donc, dans le cas où vous avez une répartition initiale uniforme de ces températures, ou bien des concentrations à l'intérieur de la sphère, donc, c'est-à-dire si le solide sphérique, qui a la forme sphérique, donc, il a, si le solide est un corps isotrope, c'est ça ce que ça veut dire répartition uniforme, c'est-à-dire elle va se répartir, la température va se répartir de la même façon selon les trois directions de l'axe. Donc la solution alors, elle sera de la forme suivante, delta T sur delta T0 ou bien delta C sur delta C0 est égal
à somme de 2 moins 1 à la puissance n plus 1 sinus de npi fois r sur r max divisé par npi r sur r max fois exponentielle de npi au carré fois f0. Donc, delta t, remarquez qu'elle est en fonction de R, elle dépend de R sur R max et elle dépend de F0. Et avec F0 est égal à lambda sur rho Cp sur R max au carré fois T, ou bien D sur R max au carré fois T dans le cas de transfert de matière. Donc, je vous donne une remarque qui est très importante. Vu la complexité des solutions trouvées dans le cas de la plaque, le cylindre et la sphère, on peut utiliser tout simplement des solutions graphiques qui sont données par le diagramme A. Ce diagramme A, il va porter delta C sur delta C0 ou bien delta T sur delta T0 en fonction de R au carré, R max au carré, ou bien delta X au carré. D'accord? Et alors, remarquez, pour chaque géométrie, plaque, ou bien cylindre, ou bien la sphère, vous pouvez déterminer une résolution graphique. C'est-à-dire, si vous avez la valeur du temps, donc, nécessairement, vous allez avoir F0, donc, vous allez l'injecter ici. Et si le modèle est la plaque, vous allez prendre les droites de la plaque. Donc, vous déterminez delta X sur delta X. Vous allez voir sur quelle droite vous allez vous retrouver. Supposons que je me retrouve sur cette droite del X sur delta X est égal à 0,4. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une extrapolation ici pour déterminer delta C sur delta C0 ou bien delta T sur delta T0. Supposons que vous avez cette expression, le T1 et le T0, vous l'avez, donc vous pouvez déterminer T facilement après un certain temps. Tout ce que je veux vous dire que, comme je le répète à plusieurs reprises, donc ce diagramme n'est valable que dans le cas d'une répartition uniforme de température et de concentration, c'est-à-dire que lorsque le corps, que dans le cas des corps isotropes. Donc, vous avez autre mode de résolution. Donc, l'expression de Newman, par exemple, supposons que vous avez un cube ici, vous allez avoir un transfert de chaleur ou bien un transfert de matière dans les différentes faces, par les différentes faces du cube. Alors, le transfert de matière ou de chaleur va se faire suivant les 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire, alors pour résoudre la seconde loi de Fick et de Fourier, on fait le calcul par partie des faces parallèles. Voilà, ça c'est face parallèle, ça c'est des faces parallèles, et ainsi de suite. La face qui est devant avec la face qui est derrière. Alors on obtient delta C sur delta C0 réel est égal à delta C sur delta C0 selon l'axe des X, fois delta C sur delta C0 selon l'axe des Y, fois delta C sur delta C0 selon l'axe des Z. Ça, c'est dans le cas où vous avez un transfert de matière. Mais dans le cas où vous avez un transfert de chaleur, c'est la même chose qui va se produire. Vous allez avoir delta T sur delta T0 réel est égal à delta T sur delta T0 selon l'axe des X, fois delta T sur delta T0 selon l'axe des Y, fois delta T sur delta T0 selon l'axe des Z. Donc, je rappelle que les solutions qu'on a fait, la résolution graphique, c'est une résolution approximative, mais ici, donc, c'est une méthode exacte, c'est-à-dire elle vous donne une valeur exacte de la température ou bien de la concentration à un instant donné, c'est-à-dire c'est une méthode qui ne néglige rien. D'où l'importance de cette équation de Newman dans le cas d'un transfert multidirectionnel.
Donc, si les transferts selon l'axe, l'axe des Z par exemple, sont négligeables, alors je vais poser delta C sur delta C0 selon l'axe des Z est pratiquement égal à 1. Et alors, qu'est-ce qui reste? Delta C sur delta C0, il reste que le transfert selon l'axe des X et le transfert selon l'axe des Y. Parce que le transfert selon l'axe des Z est négligeable. Donc, je l'ai posé égal à 1. Si je considère que le transfert de matière dans un cylindre, par exemple OZ, d'axe OZ, est de hauteur finie, donc la solution, elle va devenir, donc, delta C sur delta C0 réel est égal au transfert, si je considère le cylindre comme étant infini, multiplié par le transfert axial. Donc, maintenant, il reste une autre méthode qui est la méthode par discrétisation. Donc, les solutions précédentes ne sont valables que pour des cas particuliers, c'est-à-dire on a étudié la résolution de ces équations de transfert dans le cas de formes géométriques qui sont très simples, comme le cas de la sphère, le cylindre, corps semi-infini et corps limité par deux plans parallèles. On a supposé qu'on a une répartition initiale régulière de température et de concentration, c'est-à-dire on a supposé que c'est une méthode qui intéresse seulement les corps isotropes et n'est pas valable dans le cas des corps anisotropes. Donc, la température et la concentration en surface sont constantes dans le temps. Donc, on utilise souvent des méthodes par discrétisation qui sont très polyvalentes, c'est-à-dire qui sont utilisées dans tous les cas, quelle que soit la forme de votre corps, que ce soit qu'il y a une répartition uniforme ou non uniforme de température et de concentration et qui sont faciles à programmer sur un ordinateur. Donc cette méthode, elle consiste à prendre des intervalles de temps finis et suffisamment petits dans le temps et dans l'espace. Voilà, je vous ai cité ici un petit exemple comment on travaille sur ordinateur. Je voulais vous donner un exemple par ordinateur et on verra bien si c'est possible de le faire. Donc, il y a aussi la méthode par simulation. Par simulation, c'est quoi? C'est simuler directement sur ordinateur les mouvements type de brownien dans tous les sens, c'est-à-dire complètement au hasard, qui se font complètement au hasard, ce qui va vous permettre d'étudier les phénomènes de diffusion sans même faire appel aux équations différentielles ou bien aux dérivés partiels correspondant à ce mouvement. Bon voilà, je vous laisse pour l'instant.